Quand on voit passer un train, on pense tout de suite à sa puissance, à sa vitesse. C'est un vrai colosse de métal. Des centaines, voire des milliers de tonnes qui filent sur des rails. Mais ce à quoi on pense moins, c'est toute l'ingénierie, toute la physique qu'il faut pour arrêter ce colosse en mouvement. La question, elle est simple en apparence. Mais la réponse, elle, est loin d'être évidente. Non, il ne s'agit pas d'une grosse pédale de frein comme dans une voiture. Le système est beaucoup plus malin que ça. Et même, à première vue, complètement contre-intuitif. Eh oui, pour faire freiner un train, on ne rajoute pas de la pression dans un circuit, on en retire. C'est le principe de base d'un système qui a plus d'un siècle et dont tout le génie, en fait, repose sur sa sécurité. Il est conçu pour être sûr, quoi qu'il arrive. Allez, on va voir ça de plus près. Comment est-ce possible qu'une simple baisse de pression d'air devienne une force de freinage aussi puissante et fiable? Eh bien, tout repose sur une sorte de colonne vertébrale qui traverse tout le train. Cette colonne vertébrale, c'est un tuyau qu'on appelle la conduite générale, ou la CG pour les intimes. Ce tuyau, il va de la locomotive jusqu'au tout dernier wagon. Et la règle d'or, elle est simple. Tant qu'il y a 5 bars de pression d'air dedans, pile 5 bars, les freins ne touchent pas aux roues, le train peut rouler, c'est l'état normal. Bon, et pour freiner alors, c'est là que ça devient intéressant. Le conducteur, depuis sa cabine, va volontairement faire chuter la pression dans cette fameuse conduite générale. Cette chute de pression, c'est le signal. Sur chaque wagon, il y a une valve qui n'attend que ça. Dès qu'elle sent que la pression baisse, hop, elle ouvre une réserve d'air locale et envoie cet air dans un cylindre de frein. Un piston sort et les patins viennent se coller contre la roue. Et la logique est simple. Plus on fait chuter la pression, plus le freinage est fort. Ok, on a freiné. Maintenant, comment on repart? C'est tout simplement l'inverse. Le conducteur remet de l'air dans la conduite générale pour revenir aux 5 bars de départ. La valve sur chaque wagon détecte ce retour à la normale, elle vide l'air du cylindre de frein, le piston rentre, les patins s'écartent de la roue, et voilà! En même temps, le petit réservoir local se remplit à nouveau, prêt pour la prochaine fois. Et c'est là qu'on touche au génie du truc. Le point clé, c'est que le train a besoin d'une pression constante pour que les freins soient desserrés. C'est fondamental, parce que ça veut dire que n'importe quel problème, une rupture d'attelage entre deux wagons, un tuyau qui lâche, va provoquer une chute de pression, et donc un freinage automatique. Le système est conçu pour que la panne mène toujours à l'arrêt, à la sécurité. Ce système pneumatique est donc brillant de fiabilité. Mais comment est-ce qu'on le pilote avec précision? Allez, on monte dans la cabine de conduite pour voir les outils du mécanicien. Et voilà le poste de pilotage. Alors non, pas de pédale de frein ici. L'instrument central, c'est cette grosse manette, qu'on appelle le robinet du mécanicien. C'est avec ça que le conducteur va jouer, en véritable chef d'orchestre, avec la pression dans la conduite générale. Cette manette a plusieurs crans bien précis. D'abord, la position marche, qui maintient les 5 barres pour rouler. Ensuite, la position serrage, pour faire baisser la pression et freiner en douceur. Pour relâcher, c'est la position desserrage. On a aussi une position neutre qui sert surtout pour faire des vérifications. Et puis il y a la position qu'on espère ne jamais utiliser. Urgence. Là, ça vide toute la conduite d'un coup pour un arrêt maximal. Bien sûr, le conducteur ne devine pas la pression. Ses yeux sont rivés sur des cadrans, les manomètres. Il y en a 3 principaux à surveiller. Celui de la CG, le plus important, qui doit être à 5 bars. Celui des CF, les cylindres de frein, qui lui confirme si les freins de sa locomotive sont en action. Et enfin, celui du RP, le réservoir principal, qui est un peu comme la jauge de carburant d'air comprimé. Ce système pneumatique est donc robuste, il est sûr, mais il n'est pas parfait. Il a une faiblesse liée à la physique même de l'air. L'air, c'est lent. Et cette lenteur, elle devient un vrai problème sur les trains longs et rapides d'aujourd'hui. 15 secondes, c'est le temps que peut mettre l'ordre de freinage pour voyager de la locomotive jusqu'au tout dernier wagon sur un long train de marchandises. 15 secondes. En situation d'urgence, c'est une éternité. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est facile à visualiser. L'avant du train commence à piler, alors que l'arrière, lui, continue de pousser de toutes ses forces. Ça crée ce qu'on appelle des réactions en chaîne, un effet d'accordéon, et surtout, ça rallonge considérablement la distance d'arrêt. Alors, la solution, ça a été d'ajouter une couche de technologie, le FEP, ou frein électropneumatique. L'idée est simple. On garde le système pneumatique super fiable, mais l'ordre de freiner n'est plus transmis par l'air, mais par un signal électrique. Et l'électricité, ça va vite, très vite. Du coup, tous les wagons reçoivent l'ordre en même temps et tout le train freine d'un seul bloc, de manière parfaitement synchronisée. Et en pratique, la différence est juste spectaculaire. À 160 km/h, un train équipé du FEP s'arrête 180 mètres plus court qu'un train classique. 180 mètres!
C'est plus que la longueur d'un terrain de football. En termes de sécurité, c'est un bond de géant. On a donc ce système de base qui a sécurité intégrée. Mais bien sûr, il y a d'autres dispositifs qui viennent s'ajouter par-dessus, notamment pour gérer les interventions des passagers ou les situations critiques. Prenons le signal d'alarme. Autrefois, quand on tirait la poignée, ça faisait un trou dans la conduite et provoquait un arrêt brutal, peu importe l'endroit. C'était le SAP. Aujourd'hui, sur les trains modernes, c'est souvent un interphone, c'est le SAI. Et entre les deux, il y a un système très répandu, le SAFI, qui est un compromis. Ça commence à freiner, mais le conducteur peut suspendre ce freinage le temps de mettre le train en sécurité. Le point crucial, c'est ce changement de philosophie. On est passé d'un automatisme un peu brutal à un système qui donne la priorité à l'intelligence humaine, au jugement du conducteur. Le but est de ne jamais laisser un automatisme créer une situation plus dangereuse, comme immobiliser un train dans un tunnel en flammes. Et bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. On voit maintenant arriver des freins entièrement électriques qui abandonnent le bon vieux système pneumatique. C'est encore plus performant, mais ça crée une nouvelle dépendance, la batterie de secours. Si elle lâche, plus de frein. Ça soulève une question fascinante pour l'avenir. Est-ce qu'on est en train d'échanger un système physiquement infaillible contre un système numérique plus rapide, mais potentiellement plus fragile? La quête du système parfait continue.